Bonsoir à tous, il est 19 heures et comme tous les lundis soirs à 19 heures, vous avez rendez-vous avec LFNA TV pour tout savoir du football néo-aquitain, qu'il soit professionnel ou amateur. Au programme ce soir, un entretien avec le président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, Saïd Njimi. On parlera également foot féminin avec la D1 Arkema et un derby néo-aquitain entre Soyaux et Bordeaux. Et puis il y aura tous les résultats du National 2, du National 3, nos reportages, nos résumés, les classements. Bref, on va se régaler. LFNA TV, édition 66, c'est parti. Avant de retrouver Saïd Njimi, le président de la Ligue, au micro de Nicolas Coute, un mot concernant le Téléthon. Je vous rappelle que l'édition 2022 du Téléthon se déroulera le week-end prochain. Ce sera sur l'ensemble du territoire. Évidemment, la Fédération française de football, la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine et les districts s'associent à cet événement solidaire incontournable du calendrier pour remporter ensemble la victoire contre la maladie. N'hésitez pas à vous mobiliser et à consulter le site téléthonfoot.fr. On débute cette émission comme promis avec un entretien avec le président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, Saïd Njimi. On retrouve tout de suite en duplex de Limoges Nicolas Coute à quelques jours maintenant de l'Assemblée générale financière de la Ligue pour faire notamment le bilan de la saison post-Covid. Bonsoir Nicolas. Oui, effectivement, Benjamin, avec le président Saïd Njimi. Saïd Njimi, dans quelques jours, bonjour tout d'abord, c'est l'Assemblée générale financière de la LFNA. Vous aviez décidé, il y a un peu plus d'un an, de cet outil qui est LFNA TV à destination des clubs. Certains ont dit que ça allait être Télé Njimi. Finalement, vous avez vu que 2 fois en un peu plus d'un an. Tout simplement parce que c'est pas Télé Njimi, c'est Télé Club, Télé Amateur, Télé Bénévole. Nous avions le souhait de mettre en valeur les actions des bénévoles, les bénévoles qui interviennent au profit des clubs, et puis mettre en lumière ce football amateur qui n'est pas très médiatisé. C'est un peu dommage, c'est pour ça que LFNA TV a été mise en place. Saïd Njimi, on va revenir sur les aspects financiers de la fédération, de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Vous nous disiez que l'année précédente pourrait être difficile parce qu'on était encore après le Covid. Finalement, la traduction de cette année est difficile ou pas ? Alors non, une très belle surprise. Un grand coup de chapeau d'abord à tous les clubs puisque les licenciés sont bien revenus. On n'a pas eu la crainte, enfin en tout cas la crainte que l'on avait ne s'est pas matérialisée. Donc un grand bravo à tous les clubs. Cela convient à dire que notre année financière, si on veut parler de finances, s'est très bien passée, c'est plutôt bien passé. Les chiffres, c'est quoi ? Vous êtes excédentaire ? Alors oui, on a un excédent de 350 000 € environ, qui correspond sensiblement à l'excédent de l'année dernière. Donc la Ligue se porte bien sur ces aspects-là. On a quand même maintenu un niveau d'aide conséquent auprès des clubs, puisque 1 million d'euros ont été distribués, alors sous la forme de soutien aux services civiques, sous la forme d'aide aux infrastructures, d'aide à l'emploi, de matériel divers et variés, fidèles aux engagements de campagne qui ont toujours été pris vis-à-vis des clubs. Et puis une bonne surprise aussi, notre trésorerie s'améliore. En 2017, elle était d'environ 3 500 000 €. Là, on a 1 million supplémentaire. Donc la Ligue est forte et armée et prête à affronter un avenir qui, semble-t-il, pourrait être difficile. Stratégie critiquée par vos opposants, mais qui s'avère être payante. C'est ce que vous allez tenter de dire par voie dématérialisée, parce qu'on a régulièrement évoqué, Saïd Njimi, le fait que vos assemblées générales financières étaient également dématérialisées. Force est de constater que ça marche et que les clubs l'ont souhaité. Alors, les clubs l'ont voté à une très forte majorité lors de la dernière assemblée générale d'Arsac. J'espère que mes opposants, et ils ont le droit de s'opposer, vont convenir que ce sont les clubs qui décident avant tout. Donc les clubs ont voulu une assemblée générale dématérialisée. Et finalement, eh bien, c'est encore plus démocratique le vote dématérialisé. Complètement, puisqu'on élimine la notion de pouvoir, puisqu'on sait très bien que de nombreux clubs ne viennent pas aux assemblées générales. Et comment ne pas les comprendre avec cette ligue qui est vaste, qui est immense et qui ne permet pas à certains de prendre leur voiture et de faire 4 ou 5 heures de route. Donc l'assemblée générale dématérialisée, effectivement, il y a un taux de présence qui est très important et tant mieux. Autre question, pour revenir sur cette assemblée générale d'Arsac dans le Médoc du mois de juin dernier, Saïd Njimi, même si le code du sport le permet, il a été évoqué la possibilité pour le président de faire 2 ou 3 mandats. On connaît le résultat du vote. Est-ce que vous, dans votre fort intérieur,
vous envisagez de faire un 3e mandat? Non, sincèrement, je pense que au moment où je vous parle, ce qui est important, c'est de dire que j'ai pris un engagement en 2017. Mais le code du sport vous le permet. Oui, c'est vrai, mais mon engagement moral est au moins aussi important que le code du sport. Et en 2017, je m'étais engagé à faire 2 mandats. Il n'en reste pas moins vrai que le travail à fournir au sein de cette ligue est immense. Le premier mandat où je me suis énormément investi de telle façon à ce qu'on puisse véritablement fusionner, puisqu'il était important de marier les 2 entités, c'était loin d'être évident. Il était important de permettre au club de se sentir néo-aquitain, c'est loin d'être évident. Et enfin, il était important que les salariés, les 60 salariés que compose la Ligue, puissent se dire qu'ils travaillent maintenant pour une entité régionalisée qui est extrêmement vaste. Le 2e mandat a été tronqué, comme vous le savez, par le Covid. Donc évidemment, il y a encore énormément de choses à faire. Et principalement sur la formation, sur le soutien au football féminin et sur les infrastructures. On le sait, demain, il y aura des difficultés relatives à l'énergie et je voudrais qu'on s'occupe d'équiper du mieux possible les stades néo-aquitains de LED. Vous voyez, donc il y a énormément de choses à faire. Alors évidemment, ça prendrait du temps. Mais encore une fois, mon engagement de 2017 me ramène à la raison. Et comme d'habitude, on a l'impression que vous faites partie avec les membres de votre comité de direction de ceux qui mettent les clubs finalement au centre du projet avec de vraies valeurs. Je le crois, sincèrement. Je pense, avec beaucoup d'objectivité, qu'on a fait du bon travail. Évidemment, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais ce sont les clubs, ce sont les bénévoles, ce sont les amateurs qui font la force de ce football. Et encore une fois, c'est à eux que je tiens à adresser mes plus vifs remerciements. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui en train d'évoquer les choses avec vous. Alors, le vote dématérialisé, on peut rappeler comment ça marche? Alors, il suffira à tous les clubs qui vont recevoir un mail avec les identifiants de se connecter sur la plateforme à partir de vendredi 2 décembre 18h jusqu'à samedi, jusqu'au lendemain 3 décembre à 19h pour pouvoir voter en leur âme et conscience par rapport aux choses qui leur seront présentées. Dans votre gouvernance, quels sont maintenant vos objectifs? Vous avez installé il y a quelques semaines de cela Philippe Oyambéry en tant que président délégué. François Grenet est également venu vous rejoindre. On l'a reçu sur LFNA TV. Il nous parlait de ce qu'il y faisait. C'est quoi maintenant le projet de votre fin de mandat? Alors, poursuivre les actions principalement, indépendamment des hommes et des femmes, poursuivre les actions principalement sur le développement du football féminin, l'accompagnement au développement du football féminin, l'arbitrage et les infrastructures, évidemment. On a un gros sujet aussi sur la formation. Vous voyez, c'est autour de ces 4 axes-là principaux. Je pourrais parler évidemment de la violence, qui est un sujet de fond aussi sur nos terrains. Bref, un travail incommensurable. Et François Grenet comme Philippe Oyambéry y participent naturellement. Aujourd'hui, il y a des choses que vous regrettez? Vous vous dites, tiens, finalement, on aurait dû travailler comme ça, sur tel sujet, sur tel angle. Est-ce que, on sait que vous ne regardez pas forcément dans le rétro, que vous êtes un fonceur, et c'est ce que l'on vous reproche, même d'ailleurs parfois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, tiens, on va travailler là-dessus, on va mettre le doigt là-dessus parce qu'on n'a pas suffisamment insisté? Je pense que mon caractère a fait que j'ai pu me créer des ennemis, on peut dire les choses telles qu'elles sont, ou alors des gens qui ne sont pas totalement satisfaits de... Ils peuvent avoir raison sur certains aspects, parce que je ne suis qu'un homme, je suis largement perfectible. C'est peut-être le principal regret que j'ai, c'est de ne pas avoir peut-être su rassembler encore plus de monde qu'il aurait fallu, peut-être autour de l'envie de faire de cette ligue une très belle ligue. Je regrette les critiques permanentes des oppositions qui sont souvent centrées sur ma personne, mais bon, après j'ai fait avec ce que j'avais en fonction de mon caractère, c'est pas toujours très simple. Autre sujet, Saïd Ndjimi, j'ai ouï dire que vous alliez vous investir dans une campagne contre les addictions. Oui, j'ai envie de m'engager. Cette fois-ci, c'est un sujet très personnel qui n'engage que moi. Je pense que c'est une cause qui est importante, surtout que j'ai été traumatisé à titre personnel par un événement qui m'est arrivé il y a de cela 1 an et demi environ et qui m'a bien fait réfléchir. Donc aujourd'hui, ça veut dire que vous allez vous investir de quelle manière? Vous êtes en train de réfléchir, d'en discuter? Oui, d'en discuter et puis de voir avec certaines associations comment est-ce que je pourrais livrer mon témoignage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur ce qui m'est arrivé il y a 18 mois. Ça n'a pas été facile pour moi à vivre. Alors du coup, vous m'incitez à rentrer dans votre vie privée. Qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 18 mois Alors j'ai perdu mon permis de conduire, ça a duré 6 mois. J'ai eu la décision là maintenant définitive, donc j'ai eu une suspension de permis de 6 mois
de conduire et puis une amende de 400 €, parce que malheureusement, j'ai sombré à l'appel de l'utilisation du cannabis. Voilà, j'en ai fumé, je le reconnais humblement, et je ne me rendais pas compte au moment où je l'ai fait des conséquences. J'ai pris mon véhicule quelques jours après, pensant que je ne serais pas positif, loin de là, patatras. Donc j'ai été contrôlé et voilà les conséquences, voilà le trauma qui est le mien aujourd'hui, et j'ai véritablement envie demain de me donner à fond dans cette cause pour rappeler à quel point ça peut être dramatique. J'ai eu beaucoup de chance, je n'ai nui qu'à ma personne, je n'ai nui à personne d'autre. Ceci étant dit, ça aurait pu être plus grave. Et croyez-moi que ça soigne, ça magne. Et c'est un peu à la mode. On voit votre collègue de l'équipe 21, quand vous intervenez, qui fait une campagne contre l'alcoolémie au volant. Finalement, vous vous dites, il faut que je fasse quelque chose. Ok, je me suis fait prendre, mais c'est quoi votre pensée? Dites-nous. Mon expérience personnelle que j'ai envie de partager avec d'autres. Il ne s'agit pas seulement de considérer que c'était une mauvaise chose, il faut aussi la transformer en action positive, et demain j'ai envie de raconter cette expérience, je vous la livre aujourd'hui. D'abord ça me soulage, parce que ça me permet de dire à tout le monde que je ne suis qu'un homme au fond, et que je me suis trompé, et le meilleur moyen de renvoyer l'ascenseur d'une certaine manière, c'est de s'engager et de dire stop à toutes ces addictions qui font énormément de mal aux jeunes et aux moins jeunes. Donc j'espère que beaucoup de gens pourront m'entendre. Terminons, si vous le voulez bien, Saïd N'Jimi, sur l'année 2022. Que va-t-il se passer à la Ligue? On sait qu'il y a l'Assemblée Générale Financière le week-end à venir. Ensuite, il va y avoir, en tout début d'année, les 3 clubs de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Pau et Niort, qualifiés en 32e de finale de la Coupe de France. Et après, qu'est-ce qu'il va se passer? Du championnat classique? Oui, du championnat classique, un championnat très difficile, puisque comme beaucoup le savent, principalement sur les seniors, il va y avoir beaucoup de rétrogradation, que ce soit en R1, en R2, en R3. Donc je pense que la deuxième partie de saison va être délicate et difficile à vivre, et puis continuer à accompagner nos clubs de la meilleure façon possible, comme on le fait depuis 5 ans maintenant. Un mot sur la Coupe du Monde. On en est loin, c'est vrai, Saïd N'Jimi, depuis cette Ligue de Nouvelle-Aquitaine, mais on voit des temps additionnels incroyables. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, les arbitres de Nouvelle-Aquitaine feront jouer une première période avec 15 minutes de temps additionnel? Ça sera délicat, parce qu'en fait, le principe, c'est d'ajouter une forme de temps de jeu effectif. Je dis une forme parce que c'est 55 à 60 minutes le temps de jeu effectif d'une partie. Donc vous imaginez que ça serait difficile de rajouter 30 minutes sur chaque match. Mais ceci étant dit, on rajoute cette fois-ci le vrai temps des blessures, des buts marqués, des célébrations, et aussi des éventuelles tricheries de fin de match où certains joueurs, vous le savez, essayent de gagner du temps parce que leur équipe mène au score. Donc l'objet de cet ajout de temps, c'est celui-là. Maintenant, si on veut parler du monde amateur, ça sera difficile. On a déjà peine à avoir un nombre suffisant d'arbitres sur le terrain. Je ne crois pas que ça sera duplicable ou applicable exactement de la même manière. Merci beaucoup Saïd N'Jimi, président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Voilà Benjamin, ce que l'on peut retenir, c'est que la Ligue, je vais y arriver, la Ligue est excédentaire encore pour cette saison, et ce malgré les craintes initiales de Saïd N'Jimi lors de l'automne dernier, et le président N'Jimi qui a donc dit pour le moment que on était à 2 mandats. Le code du sport, j'ai essayé de vous taquiner un peu et de savoir, parce que vous savez, je fais comme tout le monde, je lis sur internet Saïd N'Jimi où tout le monde dit que vous allez repartir pour un 3e mandat, donc vous nous avez confirmé que non ce soir. Écoutez, en tout cas, les clubs ont l'opportunité de pouvoir trancher définitivement ce week-end. J'ai absolument pas de doute qu'ils vont le faire. En l'état actuel des choses, non. Je ne pense pas que ça soit pertinent. J'ai fait une promesse, je pense qu'il faut parfois aussi tenir ses promesses. Que les oppositions fassent des propositions, ça me rappelle un discours de certains hommes politiques parisiens, et que les clubs votent en leur âme et conscience. Voilà, tel est un peu le leitmotiv de cette Assemblée Générale Financière, vendredi et samedi par voie dématérialisée, Benji. Merci à Nicolas Cout et à Saïd N'Jimi, le président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Si vous avez loupé une partie de cette intervention, direction la page YouTube ou la page Facebook de la Ligue de football pour revoir ça quand vous voulez en replay. Le foot féminin maintenant, avec la D1 Arkema qui était marquée ce week-end par un derby néo-aquitain entre Soyaux et Bordeaux. C'était la 9e journée de championnat. Vous le voyez, victoire 1-0 des Girondines qui s'imposent grâce à une réalisation de la nouvelle internationale française Maëlle Garbino, qui a marqué à la 51e minute. Au classement, Bordeaux est désormais 7e, Soyaux 10e. On vous propose d'écouter les réactions des 2 coachs grâce à Touami Nassiri. D'un côté, Michel Bradaya, de l'autre, Patrice Lair.
c'est compliqué, on ne peut pas lui en vouloir. Et à aucune défi, je peux en vouloir. C'est juste que voilà, il y a eu ce ballon, il y a eu ce centre. On n'était pas dans la transition défensivement. On le prend, c'est bien joué de Bordeaux, il faut les féliciter. Après, comme vous l'avez si bien dit, là on a vu un match consistant de Soyaux. Il faut qu'on continue sur ce rail-là, parce qu'on est sur le bon chemin et les résultats vont venir, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Il faut, même si elles sont très déçues. Sincèrement, j'ai mal pour elles, comme j'aurais dit, hein, plus pour elles que pour moi, comme je l'ai dit, donc il faut travailler. Donc les changements, ils ont été faits, ils ont été performants à Montpellier. Là, ils ont été un peu moins performants qu'à Montpellier, j'ai vu. Donc ça aussi, il faut qu'on travaille. Quand on est remplaçant, il faut qu'on rentre, qu'on donne plus que... faut donner plus, tout simplement. Après, c'est vrai qu'on regarde le classement. Moi, j'aurais aimé, effectivement, je vous dis, d'avoir un point de plus, d'aller à Guingamp. On n'a pas le choix, de toute façon. Hein. Guingamp, il faudra les gagner là-bas. En tout cas, ne pas perdre déjà. Voilà, là, on n'a pas de choix, pas de calcul à faire. Il y a 2 matchs. Un match à l'extérieur contre un mal classé comme nous. Il faut aller faire un résultat. Et puis à la maison, le dernier match avant la trêve, il faut absolument aussi prendre des points contre une très grosse et belle équipe de Paris FC. Patrice, félicitations. C'était une victoire importante aujourd'hui ici à Soyaux pour ce derby. Oui, c'était très important. Autant les 2 derniers matchs, j'avais planifié 0 point. Tant mieux, on a pris un au Paris FC. C'est vrai qu'on aurait pris un point contre le Paris Saint-Germain aussi, ça aurait été top. Mais aujourd'hui, c'était 3 points. C'était 3 points, on a réussi à le faire dans la difficulté. Hein. Soyaux a fait un bon match aussi. Mais tant mieux, ça nous met dans une position au classement qui est intéressante. On va essayer de l'améliorer, surtout continuer à progresser avec les jeunes et toute l'équipe. Vous savez, on est toujours ambitieux. Moi, je suis 8e, je veux être 7e, ainsi de suite. Bon, je sais très bien que cette année, on n'a pas le potentiel dans les 4 pour jouer cette 3e place. Non, c'est surtout de faire progresser les jeunes, que vraiment on s'intéresse à notre section féminine. Je pense que le président commence à comprendre sérieusement que c'est important d'avoir une section féminine. Je pense que ça, déjà, c'est une belle victoire et qu'on continue à améliorer les choses au sein des Girondins de Bordeaux pour avoir un gros club et surtout aussi la remontée en Ligue 1 qui nous permettrait d'avoir peut-être des moyens supplémentaires et peut-être une ambition plus grande. C'était Michel Bradaya, le coach de Soyaux, et Patrice Lair, l'entraîneur des Girondines, au micro de Touami Nassiri. On part du côté de la Beaujoire où il y a eu évidemment, vous le savez, le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. On vous rappelle en tableau ce tirage concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine qui ne sont plus que 3 et qui ne sont plus que des clubs professionnels. Le Pau FC jouera face à Montpellier. Bordeaux va recevoir Rennes. Enfin, Niort se déplacera en Normandie du côté de Granville. Les matchs auront lieu le dimanche 8 janvier 2023. La page consacrée au National 2 maintenant avec la 11e journée qui se jouait ce week-end. Voici les résultats des clubs de Nouvelle-Aquitaine. Vendredi, 0-0 entre la réserve de Lorient et Angoulême-Charentes. 1-0 pour Trélissac face à Vierzon. 1-0 également pour Bourges face au Stade Bordelais. Et puis 1-0, le score à la mode dans cette journée de National 2 en faveur de Bergerac-Périgord sur le terrain de la réserve du FC Nantes. Conséquence au classement, Bergerac se replace, Bergerac-Périgord sur le podium à la 3e place, juste devant le Stade Bordelais. Angoulême-Charentes est 8e, Trélissac est 12e. Et pour parler de la victoire de Trélissac, nous accueillons le directeur général du club, c'est Johan Alberni qui nous rejoint. Bonsoir Johan. Bonsoir. Johan, vous disputiez un match important ce week-end, c'était face à la Lanterne Rouge, en l'occurrence Vierzon. Il fallait gagner, vous gagnez 1-0, comme on dit souvent dans ces cas-là, comme le sélectionneur national Didier Deschamps, l'important c'est les 3 points. C'était exactement ça ce week-end. C'était l'objectif de gagner effectivement pour se rassurer, se replacer au classement. Après, vu le contenu du match, on peut le dire encore plus qu'effectivement l'important c'était le 3 points parce qu'on a été en difficulté, notamment en première mi-temps, le premier quart d'heure, mais aussi sur le début de la seconde et sur la fin, ça a été un match accroché face à Vierzon qui a vendu fièrement sa peau, et puis heureusement on a pu trouver la faille à la 60e pour s'imposer 1-0. Avec le but d'Adama Diakité. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, d'ailleurs, il a déclaré en après-match que ça avait soufflé pas mal dans les vestiaires
à la mi-temps, que c'était ça qui avait aussi réveillé les joueurs et que l'équipe l'avait fait pour le coach et pour le staff. C'est plutôt bon signe, ça, pour le directeur général que vous êtes, Johan, une équipe derrière son coach et derrière son staff. Oui, on a un groupe qui vit bien et qui s'entend bien. Effectivement, avec le staff, ça se passe aussi très très bien. Donc, c'est vrai qu'on traîne un petit peu en fin de peloton, donc c'est jamais bien bon. Mais maintenant, la Coupe de France est finie et bon, les joueurs le savent. Ce qui va être important, c'est le championnat avec la réforme qui arrive. C'est d'être le mieux placé d'ici Noël pour après finir, on l'espère, en trombe la saison qui va être encore longue. Vous en parliez, cette Coupe de France, elle a pompé beaucoup d'énergie. Johan, ça peut expliquer aussi certaines difficultés depuis le début de saison. On suppose que cette aventure en Coupe, forcément, ça laisse des traces. Ouais, forcément, on laisse un petit peu d'énergie. Après, je pense que là, sur le match de Vierzon, on avait encore un petit peu la tête à cette élimination face à Bordeaux et le scénario qui a été un petit peu compliqué à digérer. Voilà, donc on va dire qu'on va mettre ce match laborieux sur le compte de l'élimination, mais c'est vrai que maintenant il faut passer à autre chose et être concentré sur ce mois de décembre qui arrive avec 3 matchs très importants. Ça va vous donner aussi un peu plus de sérénité, là, cette victoire contre Vierzon, parce que vous êtes évidemment dans un championnat très compliqué, très resserré, et vous vous donnez un tout petit peu d'air au classement. Ça va apporter plus de sourire à l'entraînement? Oui, c'est sûr que, comme on le dit, il y a que le résultat qui compte et le classement. Maintenant, on est dans une poule où c'est extrêmement serré. Avec 2 victoires, on peut se retrouver presque sur le podium. Donc ça va être une bataille jusqu'à la fin de la saison, je crois, pour se maintenir, mais aussi pour l'accession. On a vu que Gol FC n'avait pas réussi à s'imposer, a même perdu à Chamalières. Donc voilà, on est dans une poule et un championnat compliqué, on le sait, en National 2, où tout le monde peut créer des surprises et embêter même les équipes qu'on qualifie de favoris. Avec du pain sur la planche, là, dans les jours à venir, Johan, parce que vous jouez 2 membres du top 5. Alors, on sait que ça bouge toutes les semaines, mais là, ce sont 2 membres du top 5 qui arrivent pour votre club dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait. On se déplace aux Herbiers ce week-end et puis on recevra le Stade Bordelais qui vient de monter, mais qui fait un très beau début de parcours. Donc à nous d'être costaud et puis déjà ça passera par un résultat aux Herbiers et puis maintenant on va essayer de s'imposer systématiquement à domicile. C'est l'objectif. Les prochains matchs, on l'a dit, très importants, mais la saison dans sa globalité, l'objectif, maintenant que vous avez un petit peu étudié ce championnat si compliqué et les adversaires, en tant que directeur général, Johan, vous avez un objectif en tête là au moment où on se parle? Ouais. L'objectif, c'est sûr que c'est évidemment le maintien, surtout qu'il y a encore une semaine, on était vraiment en fond de classement et on reste quand même dans des positions assez basses. Maintenant, je pense qu'on a un effectif pour faire autre chose. On a laissé les points en route malgré de très belles copies, notamment face à Bourges là, au mois de septembre. On a laissé beaucoup d'actions et de points aussi face à Chamalières où on aurait pu, je pense, s'imposer. Donc voilà, il y a pas un objectif particulier, si ce n'est de se maintenir, mais je pense qu'on a une équipe pour être en tout cas dans le top 8. En tout cas, c'est ce qu'on espère et je pense que le groupe et les joueurs en sont largement capables. Et on espère évidemment que cette victoire face à Vierzon va être le début d'une série. En tout cas, on remercie énormément Johan d'avoir été l'invité de LFNA TV ce soir. Merci beaucoup, Johan. Merci à vous. C'était Johan Alberni, le directeur général du club de Trélissac. Avant de passer au National 3, je vous donne le calendrier de la 12e journée du groupe D de National 2 avec Trélissac dont on vient de parler qui va se déplacer du côté de la Vendée, du côté des Herbiers. Bergerac-Périgord va accueillir le Gol FC. Angoulême-Charente jouera Andrézieux-Boutéon et puis réception de Romorantin pour le Stade
bordelais. Les résultats du championnat de National 3 maintenant avec pas mal là aussi de buts puisque vendredi il y a eu la victoire du FC Libourne 2-0 face au Stade Poitvin dans le choc de cette journée. 4-1 pour Châtellerault contre l'ES Guérétoise, défaite 2-0 du CA Neuville sur la pelouse des Genêts d'Anglet. 5-1 le carton du soir pour Chauvigny face à la réserve de Pau. Chauvigny qui réalise une très belle opération en prenant les commandes de ce championnat. Et puis 3-0 pour Niort du côté du Stade Montois. Enfin, victoire de Porte-Entre-deux-Mers 1-0 contre l'Aviron Bayonnais FC. Je vous le disais, les conséquences au classement, pas mal de choses qui ont évolué, notamment l'US Chauvigny qui prend la tête devant le FC Libourne. Le Stade Poitvin est 3e, 4e les Genêts d'Anglet, 5e la réserve des Girondins de Bordeaux, 6e Neuville, 7e Châtellerault, 8e Porte-Entre-deux-Mers devant l'Aviron Bayonnais FC. Niort, la réserve est 10e. 11e, la réserve de Pau. 12e, l'ES Guérétoise avec 8 points devant l'US Lège-Cap-Ferré. Puis toujours Lanterne Rouge avec un seul petit point au compteur et une différence de but de moins 15, le Stade Montois. Libourne, vous l'avez vu, est donc deuxième du classement. Et pour parler du très bon début de saison du club girondin, on accueille son capitaine. C'est tout simplement Malik Seck qui nous rejoint dans LFNA TV. Bonsoir Malik. Bonsoir. Malik, vous aviez un gros match vendredi soir, c'était face au Stade Poitvin. Non seulement vous l'avez emporté avec un doublé de Théo Montavi, en plus clean sheet au passage. Je suppose que c'était le week-end parfait pour vous? Le week-end parfait, oui, parce que déjà, ça fait un moment qu'on prend pas de but. Donc, on a aussi retrouvé notre solidité défensive depuis trois matchs où on n'a pas pris de but. Après, offensivement, on sait qu'on est capable de marquer, que ce soit sur coup de pied arrêté ou sur une action individuelle. Donc, c'est une victoire qui fait vraiment plaisir pour l'ensemble du travail effectué le week-end. Et c'était une petite revanche qu'on avait à prendre aussi par rapport à l'élimination en Coupe de France, on va dire. Ouais, il y avait un sentiment de revanche dans le vestiaire, Malik, après cette défaite un peu cruelle au tir au but là, contre le Stade Poitvin. On était tous dégoûtés en Coupe de France. Je pense que dans l'ensemble, on avait fait un très bon match dans le jeu et tout. Après, on est allé au tir au but par manque de peau. Ben, je suis le capitaine, je suis allé, j'ai pris mes responsabilités. J'ai tiré en premier, j'ai loupé. Après voilà, on était tous dégoûtés. Mais après là, on s'est dit bon là, c'est pas la coupe, c'est le championnat. Notre objectif, c'est le championnat, même si on voulait aller le plus loin possible en coupe. Donc voilà, et là, c'était vraiment un sentiment de revanche qu'on avait à prendre. Je sais que vous êtes attaquant, vous, Malik, mais quand même, ça doit être une satisfaction en tant que capitaine. 3 matchs consécutifs sans prendre de but. Exactement, nous, on sait très bien avec l'expérience que j'ai, on sait que pour être au top du classement, ben, il faut être solide défensivement. Après, offensivement, ça viendra tout seul. Et je pense qu'on a un potentiel dans l'équipe. Comme je l'ai dit tantôt, tout le monde peut marquer à n'importe quel moment du match. Donc, nous, on se focus déjà sur le travail défensif, sur l'aspect défensif. Après, offensivement, ça va venir tout seul. 4 matchs consécutifs, Malik sans défaite. On se rapproche là du moment un peu charnière de la saison dans ce championnat qui est très compliqué. C'est quoi l'objectif exact de votre équipe pour la fin de saison? Ben, là, faut bien finir les 2 matchs qui nous restent à jouer. Il y a un déplacement à Guéret voilà, on va y aller comme tous les matchs hein, pour prendre les 3 points. Après, on reçoit Neuville pour le dernier match à domicile pour le mois de décembre. Donc, faut tout prendre faut tout faire pour prendre les 6 points. Voilà, faut qu'on entame une série de victoires. C'est vrai qu'on ça fait 4 matchs qu'on n'a pas perdu. Mais sur les 4 matchs, il y a eu 2 victoires, 2 matchs nuls. Donc là, ce serait bien qu'on continue avec 2 victoires pour bien finir l'année 2022. Question, Malik, pour terminer, qui n'a rien à voir avec votre club de Libourne. Vous serez où demain à 16h, Malik? Demain à 16h, ah ben, devant l'écran,
pour supporter les Lions du Sénégal, comme d'habitude, avant d'aller à l'entraînement. Match contre l'Équateur, on le rappelle, pour les Lions de la Teranga. On y croit, Malik, ça va passer, ça va se qualifier. Il n'y a pas de raison, on a un énorme potentiel au Sénégal. On a un très bon coach, un très bon staff, de très bons joueurs. Après, c'est une question de détermination, d'envie, hein. Maintenant qu'on voit que tout le monde peut battre tout le monde, donc il faut y aller et mouiller le maillot pour le pays, on va dire. Mais j'ai confiance à l'équipe nationale du Sénégal. J'espère que ça va le faire. Il y a plus de sourires à l'entraînement quand les Lions de la Teranga gagnent, Malik, je suppose. Exactement. Et ouais, après, c'est comme ça. Il y a du sourire quand on gagne maintenant et surtout quand l'équipe nationale du Sénégal gagne aussi, c'est un bonus. Une finale France-Sénégal, Malik, pour être parfait, c'est ça? Pourquoi pas? Merci beaucoup Avec en la- tout cas, Malik, de nous avoir la- répondu. Bravo pour cette saison qui s'annonce plutôt bien du côté de Libourne et on vous souhaite évidemment le meilleur pour les matchs à venir. Merci Malik. Merci à vous, à bientôt, au plaisir. C'était Malik Seck, le capitaine du FC Libourne, pour parler du bon début de saison du club girondin et puis pour faire un petit coucou évidemment aux Lions de la Teranga qui joueront demain face à l'Équateur en Coupe du Monde. Je vous donne le calendrier de la prochaine journée de National 3. Ce sera la 10e journée en l'occurrence avec l'ES Guérétoise contre le FC Libourne samedi. Dans le même temps, Stade Poitvin US Lèche Cap Ferré. Déplacement du leader, l'US Chauvigny sur la pelouse de l'Aviron Bayonnais FC. La réserve des Chamois Niortais va jouer une autre réserve, celle du Pau FC. Et puis, il y aura 18h30 CA Neuville-Châtellerault. À 19h, Stade Montois contre les Genêts d'Anglette. Et dimanche à 15h, la réserve des Girondins de Bordeaux contre Porte Entre-deux-Mers. En régional 1, maintenant, il y avait hier au stade André Mabille de la Brède un duel entre la Brède et le bassin d'Arcachon, l'équipe arcachonnaise qui est restée sur une série de 3 victoires consécutives avec des scores fleuves, 13 buts inscrits en 3 matchs pour cette équipe en feu. Est-ce que le bassin d'Arcachon a encore fait parler la foudre dans les filets adverses? La réponse signée de ce reportage de Florian Sabatier. Arcachon n'a sûrement pas les mêmes objectifs que nous, mais je vois bien qu'ils ont fait de très très bons résultats. Nous, on arrive à faire des bons résultats, mais il y a eu le facteur chance. Peut-être qu'on y a mis le cœur aussi, sûrement. Bon, là, on est en train de faire des résultats un petit peu supérieurs aux autres années. Et il faut espérer que cela continue, mais bon, 4 matchs gagnés, 4 matchs perdus, on a la moyenne, mais il va falloir s'accrocher parce que tout le monde sait qu'il faut, dès ce début de saison, marquer quelques points. Début de cette rencontre de Régional 1 entre la Brède et le bassin d'Arcachon. Dès les premiers instants de la partie, les visiteurs sont en action avec Nicolas Buenchea qui va fixer avant d'effacer quelques défenseurs. Il va centrer au second poteau, mais la tentative est bien repoussée par le gardien de but. Dans la continuité ou presque, une nouvelle opportunité pour le bassin d'Arcachon qui ne trouve pas le cadre. Les joueurs de Marvin Hazard sont de plus en plus insistants, mais il manque la finition. Fin de cette première période sur le score nul et vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, les visiteurs vont continuer d'insister, mais le cadre n'est pas trouvé. Il faut une nouvelle fois toute la vigilance du gardien de la Brède pour stopper la tentative arcachonnaise. Et à moins d'une demi-heure de la fin de la rencontre, sur une des rares opportunités de la Brède, Anthony Diop réalise une belle tête croisée pour l'ouverture de la marque. Les joueurs hôtes veulent se mettre à l'abri, mais la belle tentative du numéro 8 ne passe pas loin des cages adverses. Sur un ballon récupéré haut, Hugo Délé retente sa chance de loin, mais le gardien parvient à écarter le danger. Fin de cette rencontre et c'est la Brède qui s'impose sur la plus petite démarche 1-0. C'était un match sur le papier qui était déséquilibré, mais comme tous les matchs, comme dans le football, comme en ce moment à la Coupe du Monde,
Un match peut tourner en la faveur d'une équipe ou d'une autre, mais ça ne tourne pas tout seul. Il faut y mettre des ingrédients et je trouve que mes joueurs ont su tactiquement et mentalement mettre les bons ingrédients. Pour moi, on est passé à côté de notre rencontre. Même si on se crée beaucoup d'occasions, mais on n'y est pas parce que quand on se crée beaucoup d'occasions, on marque. Et on conclut un travail fait. Aujourd'hui, on n'a rien conclu du tout. Et surtout, la Bred, eux, a fait ce qu'il fallait pour emporter 1-0 et correctement. Je ne pense pas qu'ils espéraient même faire autre chose. Donc eux, ils ont été dans leur projet de plan de jeu. Et quand on respecte ça, derrière, voilà, on voyage. Toujours en Régional 1, Saint-Médard-en-Jalles recevait les Croisés de Bayonne sur la pelouse du complexe sportif Robert Monceau. Un match très accroché qui vous est résumé là encore par Florian Sabatier. Début de cette rencontre de Régional 1 entre Saint-Médard-en-Jalles et les Croisés de Bayonne. Ce sont les locaux qui se mettent les premiers en évidence sur un corner de la gauche vers la droite, capté sans problème par le gardien. L'équipe d'Arnaud Garnier continue d'insister, mais une fois de plus, le gardien sort une belle parade. Nouvelle tentative des joueurs hôtes et le gardien parvient à capter en deux temps. Le numéro 10 de Saint-Médard va lui aussi s'illustrer sur coup franc, mais il trouve la barre transversale. Et sur une approximation de la défense bayonnaise, l'attaquant adverse se trouve seul face au gardien de but. Et c'est l'ultime rempart qui a le dernier mot. Dans les toutes dernières minutes, ce sont les visiteurs qui tentent quelque chose, mais le ballon ne trouve pas le cadre. Fin de la première période sur un score nul et vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, Saint-Médard-en-Jalles va attaquer de la même manière, mais une nouvelle fois le gardien répond présent. En manque de solution, les joueurs hôtes vont s'essayer sur corner direct, mais là aussi la barre transversale est trouvée. Sur un coup franc, les Croisés de Bayonne vont s'illustrer, mais le ballon est hors cadre. Saint-Médard persiste, mais malgré tout, la mire n'est pas trouvée. L'ultime tentative sera réalisée sur corner, mais une fois de plus, l'inefficacité est de mise. Fin de cette rencontre, Saint-Médard et les Croisés de Bayonne se quittent dos à dos sur un score de 0-0. On était venu ici avec des intentions de jeu qu'on n'a clairement pas mis en place sur la première mi-temps, tant dans l'intensité et dans l'impact. Comme on dit, aujourd'hui, il y a des matchs, quand à défaut de pouvoir les gagner, il faut savoir ne pas les perdre. Donc quand on vient à Saint-Médard-en-Jalles et qu'on sort de là avec 0 but dans la besace, c'est que ça reste quand même un élément positif. Voilà, maintenant il faut concrétiser sur un match à domicile la semaine prochaine. Mais bon, sur le global, on est content du match nul, mais déçu de la prestation. On n'a pas mis le niveau qu'on doit mettre sur ce type de match. Le futsal maintenant avec la Coupe nationale et une opposition entre les Coqs Rouges de Bordeaux et le Stade Montois. Un match qui avait lieu du côté de Gradignan. Cette rencontre était suivie pour LFNA TV par le couteau suisse de la rédaction, Florian Sabatier. Début de ce troisième tour de Coupe de France entre les Coqs Rouges et le Stade Montois. Le rythme va être effréné dès les premiers instants de la partie. Ce sont les visiteurs qui se mettent en évidence, mais la frappe de Brandon Mwenza trouve le poteau. Les Coqs Rouges ne sont pas en reste, mais la défense montois s'en sort. Et sur la contre-attaque, ils vont tenter d'ouvrir la marque, mais le gardien lit bien la trajectoire. Les joueurs hôtes répondent du tac au tac, mais le gardien sort une belle parade. Et c'est sur coup franc que Brandon Mwenza va ouvrir la marque. Les joueurs des Coqs Rouges veulent revenir et ne sont pas loin de le faire sur une action rondement menée. Mais le Stade Montois veut enchaîner sur une contre-attaque qu'ils parviennent à scorer de nouveau par Mwenza. Très en vue, Mwenza n'est pas loin d'inscrire un hat-trick, mais le gardien veille au grain.
Et sur une belle vision du gardien des visiteurs, le capitaine et coach du Stade Montois parvient à inscrire le 3e but pour les siens. Fin de la première période sur le score de 3-0. Au retour des vestiaires, les joueurs des Coqs Rouges vont un peu plus se sublimer et c'est Geoffrey Proux qui réduit la marque. Mais déterminé à s'imposer, le Stade Montois va en mettre une couche quelques minutes plus tard avec Sofiane Fage-Galtier pour le 4-1. Sur une nouvelle offensive, ils en mettront un de plus, synonyme de triplé pour Brandon Mwenza, 5-1. Sur coup de pied arrêté, les Coqs Rouges vont réagir par l'initiative de Fabien Populus qui suit bien l'action pour réduire encore l'écart. Dans les minutes qui suivent, Jérémy Arbiol réduit l'écart à 5-4 pour rendre l'impossible possible. Sur leur lancée, les Coqs Rouges accélèrent, mais cette fois-ci, le petit filet est trouvé. Quelques instants plus tard, sur coup franc, les joueurs hôtes tentent une combinaison et ils vont trouver la barre transversale adverse. Ils poussent et suite à une amplification d'une chute, l'arbitre fait signe de jouer, ce qui permet au Stade Montois d'inscrire un 6e but. Enfin, dans les ultimes secondes de la partie, bien lancé, Fage-Galtier inscrit un triplé et donne la victoire à son équipe. Fin de la rencontre et c'est le Stade Montois qui s'impose et se qualifie sur le score de 7-4. Même quand on gagne de 2 buts, 3 buts, c'est jamais gagné au futsal. Il reste 5 minutes, c'est jusqu'au bout. En 5 minutes, ils peuvent marquer. Donc, on l'a encore vu sur la fin du match, on gagne 7-4, ils ont quand même une ou deux occasions qu'ils peuvent marquer. Donc, c'est jamais fini un match. Donc oui, quand ils reviennent à 5-4, je prends un temps mort, pour ça je te prends un temps mort sur le but, pour remettre le diapason, je rentre pour apporter un peu de mon expérience et ma qualité. Et ça a payé parce que je marque, donc je marque et je suis marqué, donc tant mieux. Mais oui, c'est vrai, ça fait toujours peur quand on gagne et après on se fait vite revenir. On a toujours une appréhension, mais on l'a plutôt bien géré, je trouve, sur la fin du match. Voilà. Et on termine cette émission numéro 66 par le reportage de la semaine, direction Montignac, où l'entente sportive a pris un sacré coup de jeune ces derniers jours. Les vestiaires, les toilettes ou encore la buvette ont été refaits, et ce grâce notamment à l'aide de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, à l'aide de la commune, mais également de l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes de Mornac. Les explications grâce à ce reportage de Florian Sabatier. Ce sont des vestiaires qui étaient construits depuis 1955 et qui n'avaient jamais eu d'amélioration, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus du tout aux normes par rapport aux règles de la Fédé. Et donc, je pense d'avoir Monsieur le Président Njimi de la Ligue Nouvelle-Aquitaine qui m'a téléphoné le matin de la Coupe en 2020, de la Coupe de France, le premier tour, où nous étions, où nous sommes rentrés en Coupe de France à ce moment-là, et m'a dit « Monsieur le Président, je viens vous voir ». Donc il est venu, et nous avons discuté, je lui ai présenté le maire, parce que j'ai invité le maire par la même occasion, et on s'est rencontrés. Et je lui ai fait visiter les locaux. Et à la suite de cela, je lui ai demandé, vu qu'il nous avait dit qu'il fallait améliorer les vestiaires, enfin les locaux des clubs de foot et autres, j'en ai profité pour en parler avec lui.
Et à la suite de cela, nous avons pris un rendez-vous, moi-même, monsieur le maire et monsieur Njimi, et nous avons monté ce projet. Alors, je dirais que ce projet est intervenu donc, dans les années 2000 pour faire un peu d'historique. Et les vestiaires ne correspondaient plus aux réalités d'aujourd'hui, surtout aux normes, où il fallait quand même que les vestiaires respectent quelques normes de la fédération de football. Donc il fallait que ce soit pour une équipe normale de 11 ou 12 autres licenciés footballeurs. Il fallait donc entre 21 et 24 mètres carrés. Donc nous avions des vestiaires qui étaient un petit peu plus petits. Donc avec le projet de la Nouvelle-Aquitaine et puis de la Ligue de football, dans le programme qui a été énoncé tout à l'heure, donc nous sommes rentrés dedans et nous avons fait donc ce projet d'amélioration des vestiaires en refaisant le carrelage, en déplaçant quelques cloisons, en mettant d'autres portes, en faisant donc de la peinture, de la plomberie, enfin donc on a fait tout ça. Alors ils ont des appels maintenant pour ça. Donc il y a d'autres clubs qui appellent l'AFPA pour dire voilà comment vous avez fait, comment. C'est intéressant quoi. C'est plutôt pendant, je pense. C'est pendant et vers la fin, quand on se rend compte ce qu'on a fait, on trouvait ça plutôt pas mal. En plus, on n'était pas du métier. C'était vraiment une formation. On trouvait ça vraiment bien ce qu'on avait réalisé. J'ai arrivé en France en eau et j'ai une formation Carlo pour la AFPA Mornac. J'ai un stage ici pour 2 mois pour la Montagnac. Parce que c'est la base, simplement, le football amateur, le football rural, c'est la base. Dieu merci, il en existe encore, mais on sait qu'ils sont dans la difficulté parce qu'ils sont géographiquement isolés, parce qu'ils sont plus ou moins bien ou pas accompagnés par les communes. Voilà, donc c'est la base, tout simplement. Et la base, c'est une forme de socle. Et pour tout, la base, si on l'a plus, souvent le reste s'effondre. Donc il faut toujours, c'est un devoir là aussi d'accompagner, d'aider au mieux qu'on le peut. Et ça va, comme je l'ai dit, je le répète, c'est important. Au-delà, même si c'est souvent un sujet central, au-delà de l'aspect économique. Alors il y a 2 aspects au niveau du dossier ici de Montignac, c'est qu'il y avait un devoir de se remettre aux normes, ça c'est réglementaire, il faut être vigilant. Et le vestiaire, parce que c'est le lieu de vie commune, le vestiaire. Il y a certains clubs, comme ici Montignac et d'autres, sont dotés de ce qu'on appelle un clubhouse, d'autres pas. Donc voilà, la vie du groupe, la vie collective, elle est dans un vestiaire en fait. Et là, voilà, ils se retrouvent avec des installations aux normes, nickel. Et comme je disais au président avec un petit clin d'œil, il pourrait dire aux joueurs avant de rentrer sur le terrain que maintenant ils n'ont plus d'excuses. Donc ils se doivent de rendre ce qu'ils ont récupéré à leur façon sur le terrain en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Cadeau pour les jeunes. Alors, il y en aura aussi pour tout le monde. Un souvenir de la Ligue. Oui. 6 jours de cas. LFNA TV, c'est désormais terminé. Cette émission est disponible bien évidemment quand vous le souhaitez en replay sur les pages Facebook et YouTube de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Merci à Paul Maison-Regnault à la réalisation. À l'édition, je remercie Victor Pérez-Boucheron, Touami Nassiri, Florian Sabatier. Merci à vous évidemment pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, le foot, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.